Et si je vous disais que la clé du bonheur pourrait être expliquée en seulement 30 secondes? Ça a l'air d'un titre racoleur, mais les stoïciens de l'Antiquité, qui vivaient il y a 2000 ans, seraient entièrement d'accord avec moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer leur formule du bonheur. Intemporelle, simple et incroyablement puissante. Vous serez surpris de voir à quel point elle est applicable, immédiatement, dans votre vie actuelle, pleine d'agitation et d'incertitude. Cette idée est capable de transformer votre rapport aux problèmes, au stress et à la vie elle-même. D'ailleurs, vous considérez-vous comme une personne heureuse en ce moment? Mettez un oui ou un non dans les commentaires avant que nous commencions. Je suis très curieux de le savoir. Pour commencer, mettons de côté les clichés. Quand on entend le mot stoïcien, on imagine souvent quelqu'un d'apathique, à qui rien ne fait plus ni chaud ni froid. Mais ce n'est absolument pas ça. Oubliez les sages barbus en toge qui tiennent des discours incompréhensibles. Le stoïcisme n'est pas une philosophie rébarbative, c'est plutôt un véritable système d'exploitation pratique pour l'esprit. Elle a vu le jour dans la Grèce antique et a été perfectionnée à Rome. Et le plus frappant, c'est que ses principaux adeptes étaient des personnes radicalement différentes. Épictète, un ancien esclave qui a trouvé la liberté intérieure, Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome et conseiller de l'empereur, et Marc Aurèle, l'empereur qui dirigeait un vaste empire à une époque de guerre et d'épidémie. Si ce système a fonctionné pour eux, il peut certainement nous être utile à nous aussi. Alors, quel est le cœur de cette philosophie? Elle réside dans une idée simple mais révolutionnaire, ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Ça paraît compliqué, mais l'idée de base est élémentaire. Les stoïciens affirmaient que toutes les choses du monde peuvent être séparées en deux catégories distinctes. La première, c'est ce qui est sous notre contrôle total. La seconde, c'est ce qui ne dépend absolument pas de nous. C'est tout. C'est ça, le fondement. Imaginez deux cercles. Dans le premier, vous placez tout ce que vous pouvez gérer. Dans le second, tout le reste. Selon les stoïciens, 99% des souffrances, des angoisses et des déceptions humaines proviennent du fait que nous confondons constamment ces deux catégories. Nous dépensons notre énergie, notre temps et nos nerfs à essayer de maîtriser ce qui n'est pas en notre pouvoir. C'est aussi absurde que d'essayer de contrôler la météo en criant. C'est inutile et épuisant. Le bonheur, d'après les stoïciens, commence au moment précis où l'on trace clairement cette ligne de démarcation. Commençons par examiner ce que contient ce premier cercle, le cercle de notre contrôle. La liste est étonnamment courte, mais elle renferme toute notre puissance. Premièrement, nos pensées et nos jugements. C'est vous seul qui décidez comment interpréter chaque événement. Deuxièmement, nos objectifs et nos aspirations. C'est la direction que nous décidons de prendre. Et troisièmement, nos actions. Ce que nous faisons ou choisissons de ne pas faire à chaque instant. Essentiellement, seul notre monde intérieur est sous notre contrôle. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler s'il va pleuvoir ou non, mais vous pouvez contrôler votre décision de prendre un parapluie et votre attitude face à la pluie. Vous pouvez y voir de la tristesse ou bien l'occasion rêvée de rester à la maison avec un bon livre. L'événement est le même, mais votre réaction est votre choix. C'est là que réside la véritable liberté dont parlaient les stoïciens. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Passons maintenant au deuxième cercle, celui des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Et cette liste est gigantesque. Elle regroupe pratiquement tout ce qui est extérieur à nous, l'opinion des autres à votre sujet, leurs actions, votre santé à long terme. Vous pouvez l'influencer, mais vous ne pouvez pas la contrôler entièrement. Votre richesse, elle peut disparaître à tout moment. La météo, l'économie mondiale, le passé, l'avenir, l'issue de la plupart des événements. Les stoïciens étaient de grands réalistes. Ils comprenaient que la vie est un jeu où certaines cartes nous sont distribuées. Nous ne choisissons pas ces cartes, mais nous choisissons la manière de les jouer. Essayer de s'énerver contre une mauvaise distribution ou exiger du destin d'autres cartes, c'est la voie royale vers le malheur. La sagesse consiste à accepter ces cartes et à les jouer de la meilleure façon possible. Cela retire un poids énorme de vos épaules. Vous n'avez plus besoin d'assumer la responsabilité du monde entier. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous vous prépariez pour un entretien d'embauche crucial. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle dans cette situation? Vous pouvez vous préparer de manière impeccable.
faire des recherches approfondies sur l'entreprise, répéter vos réponses aux questions, choisir la bonne tenue et vous assurer une bonne nuit de sommeil. C'est votre cercle d'influence. Et qu'est-ce qui échappe à votre contrôle? L'humeur du recruteur, la présence d'autres candidats potentiellement meilleurs, un embouteillage inattendu sur la route, ou même la décision de l'entreprise de geler le poste à la dernière minute. Un stoïcien, lui, concentrera 100% de son énergie sur la préparation. Il fera tout ce qui est en son pouvoir, mais dès qu'il quittera le bureau après l'entretien, il relâchera mentalement l'emprise sur le résultat. Il ne se rongera pas les sangs pendant des semaines en attendant un appel et en ressassant tous les scénarios possibles. Il se dira « J'ai fait tout ce que je pouvais, le reste ne dépend pas de moi ». C'est cela, la sérénité. L'idée fondamentale ici, c'est la réorientation de l'énergie. Chacun de nous dispose d'une réserve limitée d'énergie mentale et émotionnelle. Chaque jour, nous nous réveillons avec une batterie symbolique. Et nous pouvons dépenser cette charge à s'inquiéter du cours des devises, à s'énerver pour un commentaire déplacé sur Internet ou à s'angoisser de ce que les autres pensent de nous. Résultat, avant même la moitié de la journée, notre batterie est à plat et nous n'avons rien accompli dans notre véritable zone de contrôle. Le stoïcisme nous propose d'agir comme un investisseur avisé. N'investissez votre énergie que dans les actifs qui vous appartiennent réellement, vos pensées et vos actions. Tout le reste, c'est un marché extérieur, sur lequel vous ne ferez que perdre vos ressources. Pakotao, lorsque vous cessez de gaspiller cette énergie dans des préoccupations inutiles, cela libère une ressource colossale pour agir là où ça compte vraiment. Abordons le point le plus douloureux pour beaucoup, l'opinion d'autrui. Nous dépensons une énergie colossale à essayer de plaire, à impressionner et surtout à éviter toute critique. Les stoïciens considérerait cela comme l'un des investissements les plus stupides qui soient. Pourquoi? Simplement parce que les pensées qui animent l'esprit d'une autre personne sont la chose la plus éloignée de votre champ de contrôle. Vous pouvez être la personne la plus bienveillante, la plus intelligente, la plus admirable au monde, il y aura toujours quelqu'un pour qui vous ne serez pas à la hauteur, et vous ne pourrez absolument rien y changer. Tenter de contrôler l'opinion d'autrui, c'est comme essayer de sculpter l'eau. Dès l'instant où vous cessez de vouloir satisfaire tout le monde et où vous acceptez que l'opinion des autres est leur problème et non le vôtre, vous accédez à une liberté incroyable. Vous commencez enfin à agir en fonction de vos propres valeurs et non plus par crainte d'être jugé. Mais que faire face à l'inévitable, au vrai coup dur? Une maladie, la perte d'un emploi, une trahison? Est-ce que les stoïciens nous demandent de simplement nous résigner et d'être insensibles? Absolument pas. Ils n'appellent pas à l'indifférence, ils appellent au discernement. Quand le malheur frappe, le stoïcien ressent lui aussi la douleur, la peur, la tristesse. Ce sont des premières réactions tout à fait naturelles. Mais ensuite, il se pose cette question fondamentale: qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Il ne peut pas annuler ce qui s'est passé, mais il peut contrôler sa propre réaction. Il peut choisir de ne pas sombrer dans le désespoir, mais de chercher une solution. Il peut choisir de ne pas accuser le monde entier, mais d'en tirer une leçon. Il peut choisir de ne pas céder, mais de faire preuve de courage. C'est précisément là que réside la vertu stoïcienne. Non pas dans l'absence de problème, mais dans la dignité de la réponse que l'on y apporte. Imaginez un navire pris dans la tempête. Le capitaine ne peut pas contrôler le vent ni les vagues, mais il peut tenir fermement la barre. Votre raison, c'est cette barre. Revenons sur la notion fondamentale de jugement que nous avons abordée. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » C'est une pensée absolument brillante. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez manqué votre avion. Cet événement en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est un simple fait. Mais c'est votre interprétation, votre jugement, qui le transforme en véritable catastrophe. C'est horrible, mes vacances sont ruinées, je suis un raté. Ce sont ces pensées qui génèrent votre souffrance, et non le fait d'avoir raté le vol. Et si vous portiez un autre jugement, par exemple, c'est frustrant, bien sûr, mais c'est une occasion de faire preuve de souplesse. Que puis-je faire concrètement maintenant? Ou même, peut-être que c'est un mal pour un bien. Qui sait de quoi le destin m'a protégé?
Les stoïciens nous enseignent à marquer une pause entre l'événement et notre réaction immédiate. C'est dans cette pause que réside notre liberté, la liberté de choisir l'évaluation que nous allons donner à la situation. C'est une compétence qui se travaille et que l'on doit entraîner comme un muscle. Nous avons donc établi que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Mais alors, de quoi dépend-il? La réponse des stoïciens est à la fois simple et complexe. Elle dépend de la vertu. Pour eux, vivre heureux et vivre en étant vertueux reviennent exactement au même. La vertu n'est pas un simple moralisme ennuyeux, c'est l'excellence de la raison humaine. C'est l'art de prendre la décision juste, quelle que soit la situation. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales. Premièrement, la sagesse, qui est la compréhension de ce qui est bon, de ce qui est mauvais et de ce qui est indifférent. Deuxièmement, la justice, qui est le traitement équitable et honnête des autres. Troisièmement, le courage, la faculté d'endurer les difficultés et l'adversité. Et enfin, la tempérance ou modération, qui est la maîtrise de ses désirs et de ses impulsions. Et le point essentiel, toutes ces qualités se trouvent intégralement dans notre sphère de contrôle. Personne ne peut vous empêcher d'être sage, juste ou courageux. Votre bonheur est un projet purement intérieur. Prenons un exemple contemporain pour illustrer la vertu du courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Imaginez que vous devez faire une présentation devant une grande audience. Vous avez peur. Votre cœur s'accélère, vos mains sont moites. C'est une réaction naturelle, elle est hors de votre contrôle. Mais votre action, monter sur scène et commencer à parler, celle-là est entièrement sous votre contrôle. Le courage stoïque, c'est reconnaître sa peur sans jamais la laisser dicter vos actions, c'est faire ce qui doit être fait en dépit de l'inconfort. Et chaque fois que vous agissez de la sorte, vous ne faites pas qu'accomplir une tâche, vous forgez votre caractère, vous devenez plus fort. Pour le stoïcien, le bonheur n'est pas un plaisir constant, mais la conscience d'être capable d'affronter les défis de la vie tout en conservant sa dignité intérieure. Qu'en est-il de la justice? Cette vertu régit nos rapports avec autrui. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un même ensemble, citoyens d'un monde unique. Agir injustement revient donc à nuire non seulement à l'autre, mais aussi à soi-même, car cela brise l'harmonie de l'ensemble. Pour eux, la justice n'est pas une simple adhésion aux lois, c'est l'empathie, l'honnêteté et la bienveillance. Et, là encore, c'est une chose que nous contrôlons totalement. On peut vous tromper, vous trahir ou vous blesser, ce sont des actes extérieurs, mais personne ne peut vous forcer, vous, à devenir un escroc, un traître ou une personne malveillante. Maintenir son intégrité intérieure face aux imperfections du monde, voilà la véritable manifestation de la justice stoïcienne. Votre état intérieur ne doit jamais être pris en otage par les agissements d'autrui. La modération est une autre vertu essentielle. Dans notre société de consommation, c'est sans doute l'idée la plus cruciale. Les stoïciens affirmaient que les désirs, surtout lorsqu'ils sont excessifs, sont la source de toute souffrance. Lorsque nous convoitons ardemment des éléments extérieurs, l'argent, la gloire, les plaisirs éphémères, nous déléguons en réalité le contrôle de notre propre bonheur à ces choses. Si nous n'y parvenons pas, nous souffrons. Si nous y parvenons, nous nous y accoutumons rapidement, et le désir redouble. C'est une course effrénée et sans issue. La modération, cependant, n'est pas synonyme d'ascétisme ou de renoncement total. C'est plutôt l'art de jouir de ce que nous possédons sans jamais nous laisser asservir par nos désirs. C'est saisir la différence fondamentale entre ce dont nous avons réellement besoin et ce que nous désirons impulsivement, sous l'effet de l'instant. C'est cette discipline intérieure qui nous offre la véritable liberté, nous affranchissant de l'éternelle course en avant. Et enfin, la sagesse, c'est la vertu cardinale, celle qui fédère toutes les autres. Dans le stoïcisme, la sagesse est précisément cette capacité à distinguer clairement la frontière entre ce que nous maîtrisons et ce qui nous échappe. C'est l'art d'émettre des jugements corrects sur les événements. C'est la compréhension de la vraie nature des choses. La personne sage ne se réjouit pas d'une victoire à la loterie plus que de raison, car elle comprend que l'argent est une chose extérieure et transitoire. Elle ne désespère pas non plus face à un échec,
car elle sait que ce n'est pas l'échec en lui-même qui compte, mais la manière dont elle y réagit. La sagesse est une boussole qui indique toujours ce qui est réellement essentiel, le développement de son propre caractère et une vie vertueuse. Et cette boussole est toujours là, avec vous, au plus profond de vous-même. Pour transformer ces concepts en pratiques concrètes, les stoïciens ont développé plusieurs exercices mentaux. L'un des plus célèbres est la premeditatio malorum, souvent traduit par la préméditation des mots. Le nom peut paraître sinistre, mais il s'agit en réalité d'un outil extrêmement puissant pour combattre l'anxiété. Le principe est simple. Il faut imaginer à l'avance, dans un moment de calme, toutes les difficultés qui pourraient survenir. Que se passerait-il si je perdais mon emploi et si je tombais gravement malade? Que faire si la personne que j'aime me quittait? L'objectif n'est pas de se miner le moral ou de s'angoisser inutilement, mais bien de s'y préparer. Premièrement, cela vous permet de réaliser que bon nombre de vos peurs sont largement exagérées. Deuxièmement, vous pouvez établir un plan d'action préventif. Et troisièmement, lorsque l'épreuve arrive réellement, elle ne vous prend plus au dépourvu. C'est un peu comme se faire vacciner contre les coups durs de la vie. Voyons comment cette technique fonctionne. Vous avez le trac, vous craignez de parler en public. Au lieu d'éviter cette pensée, asseyez-vous et visualisez en détail le pire scénario possible. Vous montez sur scène, vous oubliez votre texte, vous bégayez, et les gens dans la salle se moquent. Vivez pleinement cette scène dans votre imagination. Maintenant, demandez-vous, et alors, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que le monde va s'écrouler? La réponse est non. Ce sera désagréable, certes, mais vous vous en remettrez. Ensuite, réfléchissez. Que puis-je faire pour éviter que cela n'arrive? Préparez des fiches avec mes points clés, répétez devant le miroir. Et si jamais j'oublie mon texte malgré tout, j'aurai un plan B, faire une blague ou passer directement à la diapositive suivante. Cette préparation minutieuse réduit votre niveau d'anxiété et vous procure un sentiment de contrôle. Et Yanandi, vous cessez d'être la victime de votre peur et vous en devenez le gestionnaire. Un autre exercice puissant, c'est ce qu'on appelle la perspective cosmique ou le regard d'en haut. Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur et confronté sans cesse à des problèmes, petits ou grands, utilisait cette technique très souvent. Il s'imaginait la Terre vue depuis l'espace, une petite bille suspendue dans le vide infini. Ensuite, il rapprochait le regard, voyait les continents, les villes, et enfin les êtres humains minuscules, s'affairant à leurs petites affaires, avec leurs guerres, leurs ambitions et leurs peurs. À cette échelle, ses propres problèmes devenaient insignifiants. Cet exercice permet de se défaire de l'égocentrisme et de réaliser que la plupart des choses qui nous préoccupent tant n'ont en réalité aucune importance à l'échelle de l'univers. Cela nous aide à nous détendre, à relativiser les petites vexations et à nous concentrer sur ce qui est éternel. Et sans doute, le nec plus ultra du stoïcisme, c'est la conception de l'amor fati, l'amour de son destin. Ce n'est pas une simple acceptation passive de tout ce qui arrive, c'est une adhésion active et même joyeuse. C'est une attitude de vie où, loin de subir les événements, vous les accueillez, peu importe leur nature. Pourquoi? Parce que chaque événement, surtout s'il est difficile, représente une opportunité de manifester la vertu. Perdre son emploi, c'est une occasion de faire preuve de courage et de débrouillardise. Un conflit avec une autre personne, c'est l'occasion de manifester la justice et la patience. La maladie, c'est l'occasion de montrer sa résilience. Le stoïcien voit dans tout problème non pas un obstacle, mais un gymnase pour l'esprit. Il ne dit pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Il dit « Parfait, voilà une chance de s'entraîner. » Honte. Cela peut paraître ardu, mais voyons la chose sous un autre angle. Lorsque nous nous heurtons à la réalité, que nous nous indignons contre ce qui est déjà advenu, nous livrons une guerre perdue d'avance. C'est comme se cogner la tête contre un mur. Le namor fati nous invite à cesser ce combat et à observer si, avec les pierres de ce mur, on ne pourrait pas bâtir quelque chose d'utile. C'est une confiance profonde envers l'existence, la conviction que tout ce qui survient peut, en fin de compte, servir à notre propre croissance. C'est la transmutation du poison en remède. Lorsque vous adoptez cette posture, vous devenez invulnérable.
non pas parce qu'il ne vous arrive rien de mal, mais parce que vous avez appris à tirer profit de n'importe quelle situation. Votre bonheur ne dépend plus du tout de savoir si les événements de votre vie sont jugés bons ou mauvais. Il est crucial de comprendre que le stoïcisme n'est pas une pilule miracle de bonheur, mais une pratique quotidienne. C'est une question d'hygiène mentale. Vous ne vous brossez pas les dents une seule fois dans votre vie, n'est-ce pas? De la même manière, il faut se rappeler ces principes sans cesse. Marc Aurèle n'a pas écrit ses célèbres Pensées pour le public, mais pour lui-même. C'était son journal intime, sa façon d'ajuster son compas intérieur jour après jour. Lire les stoïciens, tenir un journal, appliquer consciemment la dichotomie du contrôle dans les moindres détails, tout cela aide à recabler progressivement notre cerveau. Au début, cela demande des efforts, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous commencez à réagir au monde de manière plus sereine, consciente et sage. En somme, le stoïcisme nous propose un changement radical de perspective. Il déplace notre attention du monde extérieur, que nous ne contrôlons pas, vers notre monde intérieur qui est, lui, entièrement en notre pouvoir. Il affirme que la qualité de notre existence ne dépend pas des événements qui nous touchent, mais de la manière dont nous les interprétons et dont nous y réagissons. C'est une philosophie de la responsabilité personnelle et de la force intérieure. Elle ne promet pas une vie sans difficulté, mais elle nous offre les outils nécessaires pour y faire face avec dignité, sérénité et courage. Et c'est précisément là, selon les stoïciens, que réside le véritable bonheur, le bonheur inébranlable, un bonheur que rien ni personne ne pourra vous retirer, car il se trouve à l'intérieur de vous-même. Quelle est donc cette fameuse formule du bonheur stoïcien en 30 secondes chrono? La voici, et elle est d'une simplicité désarmante. Le bonheur, c'est l'art de distinguer ce sur quoi vous avez une influence de ce qui échappe à votre contrôle, et de concentrer toute votre énergie uniquement sur la première catégorie. C'est tout, c'est ça, le grand secret. Il ne s'agit pas de courir après le succès extérieur, ni d'attendre des conditions idéales, mais bien d'un travail quotidien sur votre monde intérieur. L'ironie, c'est que lorsque vous cessez de courir désespérément après les choses qui échappent à votre contrôle, la reconnaissance, la richesse, la relation parfaite, vous développez une force intérieure et une sérénité qui, tel un aimant, attirent dans votre vie de bien meilleures circonstances extérieures. Vous devenez ce capitaine qui mène son navire avec assurance à travers n'importe quelle tempête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la philosophie stoïcienne vous parle et que vous souhaitez apprendre à l'appliquer concrètement dans votre vie, abonnez-vous sans faute à la chaîne et laissez un pouce bleu. Votre soutien nous est essentiel pour continuer à produire ce type de contenu approfondi. Et pour conclure, j'ai une question pour vous. Quel est le stoïcien moderne qui vous vient à l'esprit, que ce soit une personnalité connue ou quelqu'un de votre entourage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en.